Bienvenue sur Evi TV, votre chaîne de référence, votre monde en images. Evi TV, c'est bien plus qu'une chaîne de télévision, c'est une plateforme d'excellence qui vous connecte à l'actualité, au savoir et au divertissement. Notre objectif est de fournir une programmation de haute qualité qui vous tiendra engagé et diverti. Politique, société, religion, culture, événementiel, découverte, actualité, divertissement, films et séries, musique, publicité, chaque programme est conçu pour vous informer, vous inspirer et vous divertir. Evi TV, la télévision qui vous ressemble. Très chers téléspectateurs, les amoureux de la connaissance, vous qui aimez connaître les Congos, vous qui aimez découvrir, vous qui aimez comprendre un peu la réalité de ce qui se passe au niveau de notre nature, notre mère nature, la République démocratique du Congo, un pays potentiellement riche en tout et pour tout et surtout. C'est avec ces mots la grande équipe de notre émission Regard sur la RDC a le plaisir de recevoir un homme qui va devoir nous expliquer, qui va nous amener dans un voyage. Eh bien, ce voyage, nous devons le comprendre parce que ce n'est pas un voyage que nous faisons pour aller au ciel, mais c'est un voyage pour découvrir l'environnement forestier de la République démocratique du Congo. Donc, la République démocratique du Congo est le gâchette. Et cette gâchette qui pourra permettre à l'Afrique de bien s'épanouir, de bien se développer. Sur ces plateaux, je vais recevoir un homme beau, capable, intelligent, sage, intelligent. Il est tellement jovial, courtois, sympa. Il a l'art. Oh ben, je vous laisse découvrir qui est ce monsieur que je vais devoir recevoir aujourd'hui pour votre plaisir et pour votre connaissance. On suit en image notre première rubrique, les portraits. L'humanité nous a donné un cadeau parfait, avec des qualités en connaissances intellectuelles. Un homme jovial, courtois et sympa, il s'appelle Mobunda Tiko Joël, un natif de Bumba en République démocratique du Congo. Et c'était avec un profil haut de gamme, capable de travailler au sein d'une équipe multiculturelle et multidisciplinaire dans des contextes différents et isolés, nécessitant le strict respect de la culture locale. Il a la connaissance technique en méthodologie dans le domaine de forestier, de développement rural, d'agriculture et sécurité alimentaire et de la gestion intégrée des ressources naturelles. Comme un niveau d'études, il fait son Master Bac 7 en aménagement de gestion intégrée des forêts et territoires tropicaux. Il a suivi plusieurs formations, stages et ateliers, comme par exemple stage de perfectionnement au laboratoire de biologie des bois dans le domaine bois-énergie. Découvrez-le dans le nouveau épisode de votre magazine Regard sur la RDC avec Alain Bouillard. Les portraits vous l'a démontré qui est en face de nous cet après-midi. Ah ben, j'ai une fois de plus le réel plaisir de recevoir Monsieur Joël, à qui, une fois de plus, je dis bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous avons un sérieux problème, nous sommes malades et nous pensons que vous allez nous donner des remèdes possibles pour que nous soyons guéris de notre maladie, si c'est possible. Êtes-vous un médecin ou
vous n'êtes pas un médecin qui pourra nous guérir de cette maladie environnementale que ces soifs-là. Ok. Bon, je ne suis pas médecin, comme vous le dites. Moi, je suis ingénieur forestier, formé à l'IFA en Gambie. Ok. Et je suis master en aménagement durable des forêts, obtenu en 2021 à l'ERAIFT, là où nous sommes, une école d'excellence de catégorie D de l'UNESCO qui forme les apprenants en gestion durable des écosystèmes forestiers tropicaux. Et je suis doctorat, donc je suis en train de finaliser mon doctorat aussi en aménagement durable des écosystèmes forestiers. C'est que je peux ajouter, je suis chef de travaux à l'IFA en Gambie. Et ici, à l'ERAIF, je preste comme un assistant de recherche. Et en même temps, ça me permet aussi de finaliser mes travaux de recherche doctorale. Donc, c'est avec ces mots, je peux résumer ma petite bibliographie. Une biographie qui semble être petite mais costaud pour ce pays. Est-ce que vous aimez la République démocratique du Congo? Ah, mais bien sûr. La République démocratique du Congo est un pays très riche, très envié. Pourquoi ne pas aimer ce beau pays? Donc, je suis fier. Qui est malade avec son forêt, Congolais. Qui est malade avec toutes ces forêts, où il y a de la déforestation du jour au lendemain, et vous êtes là, vous nous dites non. Bon, je crois qu'on va développer, on va vraiment parler de ça. La déforestation, la dégradation des forêts, ce sont les concepts qu'on va aborder tout au long de cette émission. Ok. Merci. Chers téléspectateurs, il faut aimer ces pays. Lorsqu'on aime ces pays, on va se couper en 1000 morceaux pour que ce pays puisse se développer. Aujourd'hui, c'est le tour d'un éminent chef des travaux qui va nous expliquer en fait ce qui se passe même du côté des Yangami. Parce que Regard sur la RDC n'est pas une émission spécialement pour les Quinois. C'est une émission pour toute la République démocratique du Congo. Nous recevons rien que des spécialistes dans ce domaine. Nous sommes là pour vous informer. Lorsque vous avez des préoccupations, lorsque vous avez des difficultés, lorsque vous avez des questions sur tous les problèmes environnementaux, en fait, nos numéros sont affichés. Nous sommes disponibles à aller partout ailleurs sur toute l'étendue de la RDC pour vous expliquer, pour vous amener, pour vous emballer dans tout ce que vous avez comme étant préoccupation. C'était Joël, nous sommes là. Est-ce que la République démocratique du Congo, un jour, elle pourra devenir le maître de l'univers avec ce que vous faites? Déjà, le monde entier oui. connaît que la République démocratique du Congo est un pays solution, voilà. Surtout en matière d'environnement, en matière de changement climatique. Pourquoi aujourd'hui, les bassins du Congo, que la République démocratique du Congo représente 60%, actuellement, c'est les premiers bassins en ce qui concerne les poumons. On appelle ça les premiers poumons de stockage de CO2. Là, c'est sur papier, mais est-ce que c'est en réalité vraiment effectif? Oui, de temps en temps. D'ailleurs, c'est pour cela la République démocratique du Congo a abrité les travaux préparatoires des 27e conférences. Ok. Vous avez participé sur le climat, oui, que j'ai participé aussi à Yangambi. Voilà. Avec à l'époque la vice-premier ministre, Madame Bazaïba. Ok. Voilà. Donc de plus en plus, et prend vraiment le leadership là pour essayer de ramener un peu la RDC à ce niveau. Parce que oui, vous avez raison. Cette diplomatie environnementale, de plus en plus, personne n'en parlait, mais avec son avènement au ministère de l'Environnement, en tout cas, il y a les lignes qui bougent. Donc, preuve, elle a organisé un Gambie.
C'est pour la toute première fois que la RDC puisse abriter une telle conférence internationale qui a réuni tous les pays du monde, hein, donc tous les pays qui font partie. Alors qu'à Yangami, vous avez un sérieux problème même des hôtels. Est-ce qu'ils se sont retrouvés parce que ça fait partie de structures organisationnelles. Oui, il y a un problème d'électricité, il y a un problème d'eau. Parlons d'abord de Yangambi. Voilà. Yangambi, parce que bon, beaucoup de gens ne connaissent pas Yangambi. Hein. Ouais. Je crois qu'on doit commencer par là. Yangambi fut même un centre, le premier centre en Afrique de recherche agronomique et forestière tropicale du monde, pas en Afrique. Ok, du monde. Oui. Donc, Yangambi abrite plusieurs institutions de recherche. Ok. Notamment, à l'époque, c'était l'INEAC. Aujourd'hui, c'est l'Institut national d'études et recherche agronomique, qu'on appelle INERA. On a l'IFA Yangambi, qui est la toute première université de formation agronomique. Donc, l'IFA Yangambi est né autour de la fusion de 3 grandes facultés d'agronomie, de 16 agronomies. De l'université de Kinshasa, bien sûr, que vous parlez. Bon, à l'époque, c'était l'université de Lobagnon. Ah oui, oui. L'université officielle du Congo, voilà, à Lubumbashi, et l'université libre du Congo, donc actuelle université de Kisangani. Et donc l'IFA Yangambi est né autour de la fusion de ces 3 facultés-là pour faire de l'IFA la 4e université traditionnelle. Et pourquoi le choix de Yangambi? Pourquoi le choix de Yangambi? Nous allons revenir sur ça. Donc, Yangambi se trouve dans la Kivu centrale, qui abrite une immense ressource forestière. Remarquable. Et à Yangambi, il n'y a pas seulement les institutions de recherche, il y a même toute une réserve de biosphère de Yangambi, qui porte le nom de Yangambi. Oui, une réserve de biosphère. Donc, une réserve de biosphère, c'est une aire protégée qui cherche à concilier le développement et la conservation. C'est-à-dire, c'est une réserve créée par le programme MAP, Med and Biosphère. Donc, l'homme et la biodiversité. L'homme et la biodiversité. Parce que la RDC a en son sein, je crois, nous sommes même autour de 11% des aires protégées. Donc, aires protégées, ce sont des espaces que l'État congolais classifie en tant que son domaine public. Et on a plusieurs aires protégées, les parcs nationaux, les domaines de chasse, les réserves naturelles, tout. Voilà. Alors, l'UNESCO essaye un peu d'expérimenter autrement comment, pour qu'il n'y ait pas les conflits entre l'homme et la conservation. C'est pour cela l'UNESCO a mis en place cette catégorie d'aires protégées qu'on appelle réserve de biosphère. C'est-à-dire concilier les activités génératrices de revenus pour la population locale et en même temps la conservation. Ce qui est un peu différent pour les aires protégées, où on prône uniquement la conservation. Donc, au niveau de Yangambi, il y a cette réserve-là, la réserve de biosphère. Et c'est un excellent outil de recherche. Est-ce que eux-mêmes, cette population de Yangambi, ils sont conscients de l'importance, de l'impact de leur force au niveau de la République démocratique du Congo? Bien sûr. Ils en prennent conscience et ils participent activement dans de différents besoins. Non, mais bien sûr. Moi, je dis toujours, quand même, je donne les cours à mes étudiants. Les premiers conservateurs, c'est les paysans.
Voilà. Hein, on peut amener toute la théorie. Si les paysans ne s'approprient pas cette approche-là, donc si la population de Yangambi n'était pas consciente de ce que Yangambi représente, de cet atout-là, je crois qu'on n'allait même pas parler de cette réserve-là. Ok. Mais je crois qu'eux-mêmes, surtout les Touroumb, sont les vrais conservateurs de cette forêt-là. Mais malheureusement, en 1991, ils ont été victimes du pillage de l'INERA, de cette centre de recherche en agronomique. Elle a été pillée, pratiquement, c'est devenu aujourd'hui un désert. Là. Bon, voilà. Et ça, c'est... Ça, ce sont des questions que moi, je ne peux pas aborder, ça c'est trop politique. Mais aujourd'hui, les centres de recherche existent. Oui. Les centres sont là. Oui. Et ça fonctionne normalement. Okay. D'ailleurs, aujourd'hui même, ce centre-là a installé une unité qu'on appelle la Tour Afrique. Ok. Oui, un excellent outil qui va nous aider, surtout la RDC. C'est pourquoi la RDC, on parle toujours de son immensité en ressources forestières. En ressources forestières. Mais aucun impact. Pourquoi? Parce que souvent, nous, on brandit seulement qu'on a des ressources. Nos forêts séquestrent le carbone, mais on n'a pas de chiffres. Oui, ça c'est une évidence. Oui, à travers maintenant le lobbying de l'INERA, depuis les années donc 2020, ils ont installé cet excellent outil-là qu'on appelle la Tour Afrique, qui aide maintenant à déterminer ou à caractériser les stocks de carbone de nos forêts. Alors, je crois qu'à partir des données de la Tour Afrique, la RDC maintenant peut utiliser ces données-là qui sont quantifiées pour aller maintenant brandir ça auprès surtout auprès des pays pollueurs, ou auprès de ses partenaires, pour essayer maintenant pour essayer un peu de vendre maintenant ces carbones-là, séquestrés par nos forêts. Alors, le carbone-là, qui est séquestré par nos forêts, est bénéfique à travers le monde. C'est grâce à nos forêts qui essaient un peu de réguler toutes les ressources ou toutes les pollutions. Cette forêt à qui je vois pratiquement chaque jour où je passe dans la nationale numéro 1, qui va vers Matadi, Boma, je vois des brimes il y a des brimes, des crimes, hein, ce qu'on appelle des crimes qui passent du jour au lendemain. Est-ce que lorsque on continue à couper tous ces gros arbres qui sont là, ça ne pose pas problème au niveau des Yangambi aussi? Oui. Alors, bon. Parce que ces gens, c'est toujours... C'est dans les domaines dans lesquels je travaille. Hein. Voilà. D'un coup, déjà, je peux vous rassurer que les problèmes de la déforestation en RDC n'est pas lié à l'exploitation durable. D'ailleurs, l'exploitation... C'est parmi les problèmes. Oui, je vais y arriver. D'ailleurs, l'exploitation des bois en RDC, elle est vraiment sélective. Parce que, bon, nous, on a plus de 200 essences forestières. Et si tu regardes les espèces qu'on exploite, que les industriels là recherchent, en tout cas, c'est à peine 15%. 14 espèces. Donc, ce sont sur 200. Sur les plus de 200 espèces qui existent. Donc, il y a peu d'espèces qui sont vraiment exploitées. La première cause de la déforestation en République démocratique du Congo, c'est l'agriculture itinérante surbrillée. Ça, c'est les premiers vraiment moteurs. L'agriculture itinérante surbrillée. Donc, l'agriculture
qu'on utilise l'incinération, en termes simples. Voilà. Voilà, on coupe et on met les fils. C'est pour, donc, en fait, les chers téléspectateurs, là, on nous parle de cette culture que nous connaissons généralement, Kotumba Makala, hein, pratiquement et à peu près. Non, Kotumba Makala, c'est la carbonisation. Voilà. C'est parmi aussi les moteurs de déforestation. Mais je parle des premiers moteurs. Donc, agriculture itinérante sur brûlis, si je peux dire ça en lingala, les alliés Kosala et Bilanga Oyo, au Katilelo. Ok, après au Loni. Ok. Et l'année prochaine, tu ne vas pas revenir là-dessus sur les mêmes espaces. Ok, place Kolukasiko, Zamba ya Sika. Ok. Ça la même méthode. C'est pour ça qu'on appelle itinérante. Ok, au Bimiawa, ok, place Moussous. Ok. Voilà. C'est cette agriculture-là qui est vraiment une menace pour nos forêts. Ça, c'est les premiers moteurs de déforestation. C'est-à-dire que là, on a aussi un fameux problème là avec le coutumier, parce que c'est pratiquement, bon, on m'a belé Abisso et la famille Nabisso. Les gens le vendent et les gens viennent faire cette agriculture. Oui, c'est parmi aussi, je peux dire. C'est parmi les facteurs. C'est là où j'apprécie la population des Yangambi, surtout les Turumbiens, les Turumbu. Et ils n'ont pas cette culture-là de vendre leurs forêts. Donc, c'est parmi vraiment les pratiques ancestrales que je considère durables. Ils font louer. Ils font louer et tu viens, tu fais par exemple ton champ et après, la terre leur appartient. Donc même aujourd'hui, moi si je me dis que j'aille là-bas pour acheter peut-être 1 hectare, 2, 3, 5 hectares, ils vont pas... ne vendent pas, les touroums ne vendent pas. C'est pour cela, la réserve, elle existe encore. Malgré qu'il y a certains problèmes, mais au moins cette pratique-là endogène permet, donc ça contribue à la conservation de cette réserve-là. Alors revenons d'abord sur les moteurs de déforestation. Voilà. Bon, là, je peux quand même essayer de la définir. Oui, il n'y a pas de souci. Donc la déforestation, bon, en termes simples... Les téléspectateurs vous écoutent, ils ont besoin de ces explications. Oui, donc la déforestation, en termes simples, c'est la perte en termes de quantité de la forêt. Ok? On avait 2 hectares. L'année prochaine, il y a 0,25 qui est donc 0,25 qui est utilisé par exemple pour l'agriculture itinérante sur brûlé. Au lieu d'avoir 2 hectares, on a 1,75. Ça, c'est la déforestation, la perte en termes de quantité. Mais on parle aussi de la dégradation. Oui. Maintenant, la dégradation, c'est maintenant la perte en termes de qualité. Lorsque la forêt perd certaines de ses qualités, c'est à ce moment-là on peut parler de la dégradation. Mais lorsque la forêt perd sa superficie, ça c'est ce qu'on appelle la déforestation. Donc, si je peux dire ça en lingala. Oui, il n'y a pas de souci. Et donc, déforestation, ça se dit partout. Donc, déforestation, Zali, en lingala, je peux dire donc... Zamba, Botumbi. Bozu eteni ya Zamba. Kolongola. Eteni ya Zamba. Donc, chaque année, quantité ou eteni ya Bazamba, tozo perdre sur, bon, pour l'agriculture itinérante, pour la carbonisation, tout. Kotumba Makala, Kosala Bilanga, exploitation, surtout aussi parmi, je peux ajouter, un autre moteur de déforestation qui contribue vraiment aussi, c'est l'exploitation, maintenant, cette fois-là, c'est l'exploitation industrielle, c'est l'exploitation artisanale. C'est là où il y a aussi assez de problèmes là-dessus. Donc, c'est parmi aussi les moteurs qui émergent, qui contribuent vraiment à la déforestation. Donc, ceux qui zambent et perdre
banzete en termes ya quantité oyo ezalaki liboso wana nde balobela kango déforestation. Mais soki zamba et perdre qualité, parce qu'il faut aussi dire la forêt a plusieurs, la forêt assume plusieurs fonctions. Ok. Bon, souvent ça se résume en 4. Oui, on a besoin de connaître les 4. D'abord, approvisionnement. Voilà. Donc la forêt nous permet de s'approvisionner en termes de ressources. Bois, les ressources naturelles. Oui, en ressources naturelles. Donc, c'est là où nous trouvons les bois pour construire nos maisons, les bois d'œuvre, les bois de perche. C'est là où nous trouvons les champignons, les escargots. Donc, cette catégorie-là se résume en fonction d'approvisionnement. Il y a aussi ce qu'on appelle fonction de régulation. C'est la forêt nous assure cette fonction-là à travers, par exemple, les phénomènes de l'eau, la pluie. C'est grâce à la forêt, grâce à cette fonction-là de régulation, qu'on a même des pluies. Donc, à Yangam, il pleut régulièrement, je crois. Là. Mais souvent, parce que quand tu peux voir ça même en regardant le type de climat qu'on a. Quand il y a un Gambi qui va central, on va te dire selon la classification de Köppen, nous sommes dans un climat de type AF. Donc, c'est un climat tropical. A, d'abord c'est tropical. F, tropical humide. Ça veut dire qu'il pleut toute l'année. C'est ça la caractéristique des climats AF. Donc, Yangabi, la Kivu centrale jusqu'à l'équateur, il pleut toute l'année. Donc là, la saison sèche... Il n'y a pas de problème, il n'y a pas vraiment de problème de la pluie. Et si vous arrivez vers là où nous sommes à Kinshasa, la partie ouest, on va vous dire que nous sommes dans un climat de type AW4. Donc, c'est le climat tropical, mais sauf que ici, la partie ouest, on a la différenciation des saisons. W4, ça veut dire que nous sommes dans un climat à 4 saisons sèches. Donc, bientôt, nous sommes à Kinshasa, on va dire que Elanga. Elanga et Bandi. Voilà. Et surtout qu'on est au mois de mai. Or, à Yangambi, surtout, le long de la Kivu centrale. Vous ne connaissez même pas ça? Non. Donc, c'est lié aussi au type des forêts. Bon, parlons un peu de ce que vous faites en réalité avec votre master. Quelle est votre contribution dans le plan scientifique pour le développement de Mboka Oyo? Très bonne question. Déjà, je vais parler de ce que j'ai fait pour mon doctorat. Je travaille sur les anciennes plantations de VA d'Issancourt. Voilà. Et pour une petite histoire, les VA et Tonga Belgique. C'est ce qu'on nous disait là. C'est vous qui allez nous donner des éclaircissements. Ce sont des plantations installées par nos colons. Voilà. Par les Belges à l'époque. Et puis, Sankuru, une grande partie de l'Équateur et la province orientale, la grande province orientale. Donc, les colons ont initié de vastes programmes de l'EVA-Kilti. Alors, EVA-Kilti ou caoutchouc, si je peux dire en lingala, Ndembo. Caoutchouc, Ndembo, donc ça vient du latex de l'EVA brasiliensis, qui est une espèce exotique. Qui est une espèce de l'Amérique latine, notamment plus précisément dans les bassins amazoniens. Donc, l'espèce endémique ou
l'espèce, donc c'est l'espèce native ou locale du Brésil. Ok. Donc ici, elle a été exportée là. Oui. Donc c'est une espèce qui est adaptée dans la région tropicale. Alors, les caoutchoucs naturels, donc il n'y a pas seulement EVA brasiliensis qui peut donner les latex. Ok. Il y a encore quoi? Donc il y a plusieurs espèces, même les espèces locales, les Futumia élastiques. Ok. Mais sauf que l'EVA brasiliensis... Je crois que le réalisateur nous balance les exemples par rapport à tout ça là. L'EVA brasiliensis donne plutôt les latex en grande quantité. Ouais. Alors, donc, il y a eu cette plantation-là, pris, notamment au niveau avec international, l'avènement de ce qu'on considère comme les caoutchoucs artificiels ou donc les latex synthétiques, les caoutchoucs synthétiques, c'est qu'on produit au labo. Ok. Oui. Avec l'avènement de la production des caoutchoucs synthétiques au labo, ça a impacté. Si les gens ne prennent plus conscience de, de ce qui est naturel, ils sont plus allés dans la fabrication artificielle. Et après, tout récemment, la recherche, à travers la recherche, on a compris qu'on ne peut pas faire tout avec les caoutchoucs synthétiques. Voilà. Par exemple, les pneus d'avion, les gants surgicaux, les préservatifs, tout ça là. Tout ça, c'est fait avec le VA caoutchouc là. Naturel. Naturel. Oui. Donc, ils ont tenté avec l'expérience avec de fabrication des labos. Indispensable maintenant pour les caoutchoucs naturels. Mais pourquoi changer alors que nous avons cette possibilité de garder le monopole avec ce qui est naturel, qui a été créé par rapport à la biodiversité, par rapport à la nature? Pourquoi changer? Mais ça, c'est bon. C'est l'évolution... C'est l'évolution technologique et c'est l'évolution de la science. Mais qui... Parce que, qui fait souffrir aussi tantôt... Pas souvent, les gens qui décident, ce sont les entrepreneurs. Ok. Et ils pensent, peut-être... ça coûte moins. Produire au niveau des laboratoires, ça peut coûter moins. C'est ce que les gens supposaient. Ça, c'est pas la recherche. Ah, ok. Parce que la recherche dit le contraire. Il y a un problème, donc le temps est réduit, mais contrairement, d'ailleurs j'ai une publication là-dessus. Ouais. Tous les plaisirs pour nous d'avoir l'exclusivité de peut-être cette publication. Oui, j'ai une publication où je soulève cette problématique. Voilà. La production d'une tonne de caoutchouc synthétique contribue plus à polluer l'environnement que la production d'une tonne naturelle. Je vois un peu. Donc, le problème d'abord, si on continue à produire au laboratoire, ça contribue plus à la pollution. Et ça ne donne même pas de produits de qualité, comme les caoutchoucs naturels. J'ai l'impression que la mondialisation est à la base aussi de beaucoup de problèmes que nous avons aujourd'hui. Voilà. Alors, nous les scientifiques, surtout nous qui travaillons sur les véhicultures, par exemple, les véhicultures aujourd'hui, même les scientifiques, certains scientifiques à l'époque négligeaient beaucoup plus cette culture pour dire que voilà, ça contribue à la déforestation. Parce que, les véhicultures s'étaient sur plusieurs superficies et surtout c'était la conversion des forêts naturelles. On vient, on trouve la forêt naturelle, on coupe pour mettre les véhicultures. Et beaucoup de scientifiques n'étaient pas d'accord. Pour dire que voilà, les caoutchoucs, en tout cas, ce n'est pas une culture à soutenir. Alors qu'ils se sont trompés. Aujourd'hui, par exemple, à travers mon papier là, je suis en train de démontrer que oui, cette véhiculture-là peut être considérée aussi comme une stratégie complémentaire d'effort de conservation. Pourquoi? Non pas, on peut arriver à concilier la production de latex
pour essayer de couvrir les revenus de la population. Ça, c'est la valeur économique. Et le caoutchouc aussi a une valeur environnementale. Ok. OK? Parce qu'en mettant les plantations, ça contribue. C'est la séquestration à travers les mécanismes de la photosynthèse. Ok. OK? Dès que les VA croient, ils contribuent en même temps à séquestrer une partie des CO2. Votre démarche là, vous le faites ici en République démocratique du Congo ou vous le faites par rapport à l'Occident, ou bien est-ce qu'il y a des lois qui régissent par rapport à tous ces normes-là? Il y a ça, parce que depuis un certain temps, je suis quand même certaines réalités politiques. Je n'ai jamais entendu vous qui tentez de donner des solutions par rapport à ça, poser des lobbying au niveau du gouvernement, afin que la solution soit prise pour que les VA puissent revenir aussi dans ce top niveau qu'il avait. Oui, mais c'est ce qu'on est en train de faire, de travailler là-dessus, et surtout avec les petits paysans pour les aider. Hein? Aujourd'hui, déjà, les VA, au niveau international, la tonne est à 1700. 1700 dollars. Donc, c'est déjà bon. Ok. Maintenant, il reste un problème interne, surtout au niveau d'Issancourt. Ok. Il n'y a pas de route. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs aussi pour ça? Exactement, c'est ça le problème. Parce que pour qu'un entrepreneur puisse s'installer, il doit quand même trouver aussi des essayer routes, de voir son compte. Voilà. Donc, il voit son compte d'exploitation et puis, du coup, même j'ai réalisé un travail là-dessus. Ok. Il y avait même un entrepreneur qui était installé en 2017, mais il est parti 3 ans après. Pourquoi? Parce qu'il a compris que pendant les 3 ans, il a perdu plus de 300 000 au lieu de gagner. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ces fameux problèmes de route qu'on est en train de dire? Oui, c'est... Bon, ça par coûte exemple, au niveau de la... Par exemple, hein, s'il achète 1 kilo de caoutchouc produit au niveau local à 200 francs, oui, 1 kilo à 200 francs. 1 kilo à 200 francs, oui. Au niveau de Yangambi. Non, pas. Là, nous ne sommes pas à Yangambi. Au niveau de Sankour. Oui, voilà. Oui, là, nous sommes au Sankour. S'il achète 1 kilo à 200 francs, pour ramener ce kilo-là jusqu'au niveau de Kinshasa, il est déjà à plus de 1000 francs. Ok. Donc, tu vois un peu? Donc, si tu prends 200 francs pour faire 1000 kilos, c'est-à-dire tu prends 200 fois 1000, ça te donne combien? 200 000. 200 000 francs. OK? Ok. 200 000 francs. Mais pour arriver jusqu'au niveau des ports de Matadi, il était déjà à 750 $. Tu vois un peu? C'était devenu compliqué. Voilà. Donc, c'est à ce niveau-là maintenant. Parce que j'ai fait ma recherche avec les soutiens de l'Union européenne, à travers ENABEN, qui essaye un peu de mettre un peu de moyens à travers nos recherches et arriver à soutenir au niveau local les paysans et aussi les routes, les voies d'évacuation et chercher aussi à installer une unité de transformation sur place. Donc ça, c'est le plus grand problème parce que je pense que c'est là la solution majeure. Voilà la solution. Donc, l'Union européenne a maintenant un regard là-dessus. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Arriver à combler un peu les dépenses supplémentaires de ce que les exploitants, donc les industriels, les privés perdaient. Et parce que nous, on a essayé de faire les différents scénarios, on a développé même 7 modèles économiques pour voir un peu les modèles qui pouvaient être rentables. Et aussi, à travers nos études, nous essayons de montrer à la communauté, à la population locale que voilà, on ne peut pas gagner que
dans les latex, il faut diversifier les revenus. OK. OK? On peut diversifier les revenus à travers les crédits carbone, comme ce sont des anciennes plantations. C'est là où même je travaille. Je suis arrivé même à proposer un modèle économique pour essayer d'estimer les stocks de carbone. Parce qu'on ne peut pas vendre ça si on ne connaît pas la quantité. Ouais. C'est ça même donc ma thèse de doctorat. Et aussi dans un modèle agroforestier. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas toujours garder les EVA, il faut les associer avec les cultures pérennes, avec les cultures locales, pour essayer de diversifier les prix. Cela va vraiment les aider. Lorsqu'il y a la fluctuation des prix au niveau international, au lieu d'abandonner ces plantations-là, ils peuvent profiter avec un autre système, le système agroforestier. Par exemple, ils peuvent faire les étangs et d'autres cultures pour essayer de diversifier leurs revenus. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est que nous cherchons à... Le message est tellement profond. Nous sommes qu'au début de cet épisode où nous allons comprendre sur le VIA. Mais je pense, M. Joël, en un mot, oui. Je voudrais qu'à travers notre caméra, vous puissiez lancer un appel aux entrepreneurs ou peut-être à d'autres personnes qui peuvent soutenir cette œuvre si grandiose que vous êtes en train de faire. Et c'est peut-être par rapport à ça parce qu'il faudra parler. Lorsqu'on ne parle pas, quand on a un problème, lorsque vous n'exposez pas votre problème, les gens aussi ne sauront pas. Donc, à travers le micro de Evie, vous pouvez profiter maintenant de ces plateaux pour lancer un appel et nous résumer tout ce que vous venez de dire pendant ce temps que nous avons été avec vous pendant ces 45 premières minutes. On vous écoute. Ok, merci beaucoup. Ce que je peux dire. Donc, nous sommes là. Nous sommes en train de travailler d'ailleurs. Parce que ce qui tue aussi, c'est l'ignorance. Ok. C'est pour cela, à travers nos publications déjà, comme je disais, donc j'ai déjà 3 publications là-dessus. Oui. Les gens peuvent déjà lire ce qu'on a déjà fait. Dites-nous ces publications. Oui, on a une publication pour essayer de comprendre. C'était quoi le titre? C'est la perception paysanne des services écosystémiques fournis par ces plantations. Et la deuxième? La deuxième, c'est nous avons réalisé une revue de la littérature pour comprendre les véhicultures. Cette culture-là. C'est-à-dire, avec ça, on a développé une approche que voilà, les véhicultures peuvent constituer une approche complémentaire de séquestration de carbone. Donc, les véhicultures, surtout les anciennes plantations, ne sont plus des cultures, ce ne sont plus des monocultures. Mon 3e chapitre, donc mon 3e article, j'essaie de démontrer que voilà, à part les véhicultures, il y a encore ça et 5 autres espèces. Et ça, c'est juste au niveau des arbres. S'il faut descendre au niveau des arbustes, des sous-bois, c'est-à-dire que ce sont des plantations vraiment diversifiées. Ce n'est plus les VA, mais il y a encore d'autres espèces accompagnatrices de ces EVA-là. Et voilà un peu. Donc, à travers nos publications, les gens peuvent lire et les entrepreneurs qui sont prêts. Ce que je peux dire, il y a encore des milliers d'hectares de VA. Donnez vos coordonnées pour que les gens vous contactent. Il y a des milliers d'hectares de VA au Sancourt qui sont... Il n'y a pas un entrepreneur, il n'y a pas un acheteur, mais la population est prête. Et ce qu'on a vu même, on a soulevé ça dans notre premier article, c'est que la population de Sancourt considère même ces plantations-là comme un patrimoine culturel. Donc, pour eux, on peut tout sacrifier, sauf ces plantations-là. C'est-à-dire, toucher à ces plantations-là, c'est comme si ça paie aux mémoires de leurs ancêtres.
Voilà, c'est par ces mots que nous mettons un point. Non, une petite virgule, parce que la semaine prochaine, nous vous serons encore présents pour vous présenter, pour continuer la suite, parce que vous avez compris que si de nous-mêmes en République démocratique du Congo, nous ne mettons pas notre connaissance aux vues et aux yeux de tout le monde, eh bien, l'information ne va pas circuler. Votre émission Regard sur la RDC vous permet de transmettre, vous permet de sensibiliser, elle vous permet de mobiliser, elle vous permet d'informer toute la population de part et d'autre, parce que nous avons quand même cette opportunité de passer dans plusieurs plateformes sur des différents pays. Donc, on est disposé à vous donner des informations. Je pense que vous avez peut-être un petit bonjour à donner, ou c'est par là que nous chitons vraiment. Vous dites un petit bonjour à qui, par exemple? Ok, bon. Merci beaucoup. Ils sont beaucoup, hein? Je salue tout le monde, et surtout mes frères, mes collègues de Yangambi. Ok. Donc, je salue ici tous les personnels scientifiques de l'IFA Yangambi, nos collègues de l'ERAIFT, là où nous sommes, voilà, et toute la communauté de Yangambi en général. Tout le plaisir a été pour moi de vous savoir nombreux devant vos postes de téléviseurs pour suivre votre émission Regard sur la RDC, votre magazine sur le tourisme et l'environnement de la République démocratique du Congo. Nous sommes disponibles à vous recevoir. Nous pouvons nous déplacer, aller vers vous. Il suffit de nous contacter à travers le numéro qui est affiché en bas de votre petit écran. Nous sommes là, tout près de vous. Restez scotchés, restez branchés au programme de EVI Télévision. Bienvenue sur EVI TV, votre chaîne de référence, votre monde en images. EVI TV, c'est bien plus qu'une chaîne de télévision, c'est une plateforme d'excellence qui vous connecte à l'actualité, au savoir et au divertissement. Notre objectif est de fournir une programmation de haute qualité qui vous tiendra engagé et diverti. Politique, société, religion, culture, événementiel, découverte, actualité, divertissement, films et séries, musique, publicité, chaque programme est conçu pour vous informer, vous inspirer et vous divertir. EVI TV, la télévision qui vous ressemble.